Ça fait 2 ans aujourd'hui qu'il est décédé. Ariel Sharon, tantôt décrit comme un faucon, tantôt comme un roi d'Israël. Il aura en tout cas laissé une trace brûlante dans l'histoire de ce pays. On va en parler dans un instant avec vous, Daniel Haïk. Mais pour l'heure, on fait le point en images avec ce sujet signé Jonathan Serrero. Fils de juifs russes immigrés en Palestine mandataire en 1922, Ariel Schenerman, de son vrai nom, s'engage à 14 ans dans le Haganah, l'organisation juive d'autodéfense. Fort de ses succès militaires lors des guerres des 6 jours et de Kippour, Ariel Sharon se lance en 1972 en politique en tant que député du Likoud fraîchement créé. La défense de la patrie chevillée au corps, il accepte le poste de conseiller spécial à la sécurité offert par le Premier ministre de l'époque, Yitzhak Rabin, pourtant adversaire travailliste. Il revient toutefois au Likoud en 1977 avant de le quitter à nouveau en 2005 pour fonder son propre parti, Kadima. Le nom d'Ariel Sharon est associé dans les années 80 à l'installation juive en Judée-Samarie, au ministère de la Défense et au premier conflit libanais. Le stratège promet une guerre éclair et la fin du problème palestinien. Au contraire, Israël s'enlise dans le conflit. La date du 16 septembre 1982 reste comme une tache indélébile dans la carrière de Sharon. Elle correspond à la bataille de Sabra et Shatila. Plusieurs centaines de Palestiniens sont tués par les forces des milices chrétiennes. Une commission d'enquête conclut à la complicité et à la responsabilité du ministre. Il démissionne. Ariel Sharon enchaîne ensuite les portefeuilles ministériels dans les années 90. Il reprend la tête du Likoud en 1999 suite à la démission de Benyamin Netanyahou. L'année 2020 marque un tournant dans son histoire avec le pays. Sa visite sur l'esplanade du Mont du Temple est contestée. Pour beaucoup d'observateurs internationaux, elle constitue le déclenchement de la seconde intifada. Pourtant, le 6 février 2001, Ariel Sharon est élu Premier ministre. Le faucon se mue alors en colombe. Des pourparlers de paix sont menés avec Mahmoud Abbas, le successeur de Yasser Arafat. En août 2005, il décide de l'évacuation des localités juives présentes dans la bande de Gaza. À la fin de cette année 2005, 2 attaques cérébrales terrassent le vieux lion de la ferme des Sycomores. Ariel Sharon, 77 ans, est plongé dans un coma profond. L'ancien chef du gouvernement est maintenu dans un état végétatif pendant 8 ans. Il meurt le 11 janvier 2014 à l'hôpital Tal HaShomer de Ramat Gan. Voilà pour ce récapitulatif un peu rapide d'une vie politique très longue, difficile à résumer une telle vie politique. Daniel, vous avez écrit, vous avez biographié Ariel Sharon dans un livre intitulé Un destin inachevé. 2 ans après sa disparition, finalement, qu'est-ce qu'Israël retient d'Ariel Sharon ? Oui, c'est 2 ans après sa disparition, on peut dire 10 ans après son retrait forcé par la maladie de la vie politique. Je crois qu'on retiendra d'Ariel Sharon qu'il a été un leader. Dans une période où on a le sentiment qu'il manque de leader dans l'État d'Israël, eh bien Ariel Sharon a été un leader certes controversé, un rebelle, mais un véritable leader. Et je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est un exemple connu lorsqu'il était pendant la guerre de Kippour, général d'un corps d'armée. Contre l'avis de ses supérieurs, il a foncé vers le canal de Suez, il a pris à revers la 3e armée égyptienne et il a permis à l'armée israélienne de remporter finalement cette guerre de Kippour. Le second point, c'est, on peut dire, l'intifada, c'est-à-dire qu'il faut rappeler que Ariel Sharon a été élu Premier ministre au début de l'intifada et qu'on peut dire que, d'une certaine manière, alors que Benyamin Netanyahou avait refusé le poste de leader du Likoud qui aurait pu le propulser dès 2001 vers le portefeuille de Premier ministre, eh bien, Ariel Sharon l'a accepté et en l'acceptant, il a fait d'un Likoud qui avait à l'époque 12 mandats, il a réussi à former un gouvernement d'union nationale et permettre à la société israélienne de faire face à l'adversité palestinienne pendant la période la plus dure de son histoire, c'est-à-dire pendant l'intifada. Et il était considéré comme un leader. Et le 3e point, c'est leader avec, en particulier, le retrait israélien de la bande de Gaza, le Gush Katif. C'était un plan tout à fait controversé. Là aussi, il a réussi à aller jusqu'au bout. Il ne lâchait pas sa proie, il allait jusqu'au bout. Alors justement, on va en parler. Le titre de votre livre, Daniel, il est assez évocateur, Un destin inachevé, vous l'avez dit, 10 ans finalement de retrait de la vie politique. Et par rapport à cet élément du Gush Katif, est-ce que Ariel Sharon, c'était celui qui pouvait faire la paix ? Eh bien, écoutez, on a pu le penser, en particulier après le Gush Katif, parce qu'il avait ce
ceux qui l'ont analysé estiment que finalement, derrière le Gouche Katif, il y avait un plan Sharon. C'est-à-dire, et ce plan Sharon, c'était un plan de repli de l'armée israélienne, de l'État d'Israël, derrière la fameuse barrière de sécurité qu'il avait été contraint au départ de former ou de forger le long de la frontière Est. La barrière de sécurité devait représenter la frontière Est de l'État d'Israël et il préparait une sorte de plan de repli. C'est en fait Ehud Olmert qui a envisagé de le concrétiser. Cela ne s'est pas fait. Et finalement, on a vu tout de suite après que Ariel Sharon n'avait pas véritablement raison de proposer des initiatives unilatérales comme ce retrait, parce que finalement l'unilatéralité, elle a volé en éclats au moment de la Seconde Guerre du Liban. On a vu qu'il n'y avait pas de possibilité de régler le conflit israélo-palestinien sans tenir compte du partenaire de l'autre côté. Or, pour Ariel Sharon, eh bien, Mahmoud Abbas n'a jamais été un partenaire véritable. Il ne devait pas y avoir d'accord de paix. Ariel Sharon ne se faisait pas d'illusions là-dessus. Il pensait qu'il fallait se replier tout seul, de manière unilatérale. Et ça, l'unilatéralisme, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, avec le recul du temps, on peut le prouver. Merci beaucoup, Daniel, pour ces explications. Je rappelle donc votre livre, Ariel Sharon, Un destin inachevé. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On fait à présent le tour de l'actualité en bref et en images. Les autorités mexicaines veulent entendre les acteurs Sean Penn et Kate Del Castillo après la publication de leur entretien avec le narcotrafiquant El Chapo alors qu'il était en cavale. Le gouvernement mexicain qui a annoncé commencer la procédure d'extradition vers les États-Unis du baron de la drogue. Le vent va souffler sur les côtes atlantiques et au bord de la Méditerranée. Des risques de submersion marine sont aussi possibles. Météo France qui a placé 12 départements du littoral en vigilance orange. Et puis en France toujours, des intellectuels et des dirigeants écologistes appellent à une primaire à gauche. C'est ce qui a fait la une de Libération ce matin. Des intellectuels comme l'économiste Thomas Piketty, le sociologue Michel Vivorca et des dirigeants écologistes tels que Danny Cohn-Bendit qui ont tous lancé cet appel. Et vous le savez, c'est un an jour pour jour après les attentats de Charlie Hebdo qu'un homme a tenté d'attaquer un commissariat du quartier de la Goutte d'Or à Paris. Identifié comme étant Tarek Belgacem, l'assaillant aurait demandé l'asile en Allemagne. Joseph Emmanuel. Qui était l'assaillant du commissariat de la Goutte d'Or à Paris? Cet homme vivait dans un foyer de demandeurs d'asile dans l'ouest de l'Allemagne. Une révélation potentiellement embarrassante au moment où la politique généreuse du gouvernement à l'égard des réfugiés est décriée. Le directeur de la police judiciaire précise que cet homme serait venu en Allemagne pour la première fois en 2013, après être resté 5 années en France. Les traits difficiles dans le cadre des échanges internationaux d'informations avec d'autres autorités, d'échanger avec les pays d'Afrique du Nord et d'identifier vraiment les personnes. Il aurait dû y avoir des fichages là-bas. Jeudi 7 janvier, l'homme se rue vers des policiers à l'entrée du commissariat de la Goutte d'Or. Il brandit un hachoir, crie Allahu Akbar, des fils électriques dépassent de ses vêtements. Les policiers français l'abattent sur le champ. Une profession de foi en faveur de l'organisation État islamique est retrouvée sur lui, de même qu'une puce allemande pour téléphone portable. Si l'identification de l'assaillant est toujours en cours, il est reconnu par ses proches comme un Tunisien nommé Tarek Belkacem. La France a tué mon fils. Je veux les droits de mon fils et rien d'autre. Ses proches affirment que Tarek Belkacem n'a jamais appartenu à une organisation terroriste. De son côté, le ministre de l'Intérieur affirme que Belkacem n'a pas été téléguidé depuis la Syrie, contrairement aux terroristes du 13 novembre. On fait à présent le point sur l'enquête en Belgique. On y retrouve notre correspondante Aurore Boukassa. Aurore, bonjour. On en sait plus sur le parcours des terroristes avant les attentats. Oui, des images de vidéosurveillance d'une station-service à Anderlecht ont clairement identifié Mohamed Amri et Hamza Atou en compagnie de Brahim Abdeslam à bord d'une Golf. C'était le 9 novembre, peu après minuit. Un peu plus tard, dans la même journée, vers 16h45, c'est une des voitures qui a servi aux attentats du 13 novembre qui est aperçue, la Seat. À son bord, Brahim Abdeslam. On retrouve également la Golf de Mohamed Amri.
Les images de la station-service de Bruxelles ne permettent pas vraiment de l'identifier formellement, mais en tout cas, les enquêteurs estiment que c'est lui. Alors, ce sont des images qui mettent un petit peu à mal les affirmations de Amri et Atou qui, depuis leur interpellation, affirment qu'ils ne connaissaient rien des projets d'attentat des frères Abdeslam. Merci beaucoup Aurore pour ce point. Alors justement, ils sont aujourd'hui plus de 500 Français à partir faire le djihad, 1900 impliqués dans des filières terroristes irako-syriennes. Les auteurs des attentats sont le plus souvent connus des services de police, fichés S comme on le sait et comme on l'entend souvent. Alors que faire de ces jeunes radicalisés? Regardez. 13 novembre 2015, Paris, au Bataclan, au Stade de France, devant les terrasses des cafés fréquentées par une jeunesse insouciante, le terrorisme frappe comme jamais auparavant. Les auteurs des faits, de jeunes Français radicalisés. Face à ce phénomène, l'État français tente de faire face en mettant en place, dès 2014, plusieurs dispositifs. Le plus connu, le numéro vert Stop Djihadisme. On compte près de 7000 signalements. Et depuis juillet 2014, dans chaque préfecture, il existe une cellule qui se réunit chaque mois pour traiter ces cas. La réponse peut être immédiate, retrait de passeport, assignation à résidence, fichage. Malheureusement, toutes les enquêtes n'évitent pas le pire. J'ai dit, bon, ils sont surveillés, ils étaient fichés, donc ils ne partiront pas. Et donc 3 semaines après, j'ai appris par la maman de son compagnon qu'ils étaient arrivés en Syrie tous les deux. Désembrigader ces jeunes, c'est bien la mission du Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Dounia Bouzar, qui le dirige, travaille sur ces questions depuis une dizaine d'années. En 2 ans, elle a désendoctriné 700 jeunes et en a empêché 234 de partir. 50% du travail se passe par les parents. Il arrive de désembrigader sans jamais voir l'enfant. J'ai une jeune qui s'est effondrée en regardant le film de Sabat Mitzah sur le mur que la mère a projeté. La méthode de Dounia Bouzar semble aujourd'hui reconnue, mais pour ceux qui sont passés à l'acte et se retrouvent en prison, quelle est la prise en charge? C'est une entreprise qui est longue, c'est une entreprise qui mobilise évidemment une équipe pluridisciplinaire, des notions de citoyenneté, des notions de laïcité. Ce programme reste expérimental et la plupart des jeunes emprisonnés à leur retour de Syrie ne bénéficient d'aucun accompagnement spécifique. Voilà, et vous pourrez retrouver l'intégralité de ce reportage dans le magazine diffusé et présenté par Sarah Gaudron. Ce sera ce soir à 21h heure française, 22h heure israélienne. Alors à présent, on va parler de Bordeaux. Bordeaux, où un centre de déradicalisation, Betsabé, a été officiellement inauguré. Exactement, son nom c'est le Capri. Alors il a été lancé en fait l'été dernier, en juillet, effectivement. Capri, pas forcément le nom très adapté, alors qu'on observait bien nettement une hausse des jeunes radicalisés sur le plan national. Alors initialement, le Capri devait désigner, je cite, le centre d'action et de prévention contre la radicalisation liée à l'islamisme. Alors ça a été jugé trop anxiogène, voire possiblement discriminant. Résultat, le centre luttera finalement contre la radicalisation des individus. Alors l'objectif du Capri, c'est en effet de repérer les personnes en voie de radicalisation islamiste et de les prendre en charge. Alors on les prend en charge, comment on s'y prend? Alors comment les repérer déjà? Eh bien grâce à un site par exemple où vous pouvez signaler de façon confidentielle un cas préoccupant. Alors le centre déterminera en fonction d'une panoplie de critères s'il faut intervenir. Est-ce que par exemple la personne s'isole de ses amis? Est-ce qu'elle a des discours antisémites, antisociaux? Est-ce qu'elle légitime la violence? Et puis une fois ce cas préoccupant repéré, comment le prendre en charge? Eh bien grâce, et c'est une première, à un duo d'experts psychologues et d'experts et de représentants religieux qui vont travailler ensemble et qui vont tenter de démonter les théories du complot et les discours radicaux. Et tout ça, et bien sûr, c'est financé par l'État et les collectivités locales, puisque la prévention, on sait, c'est devenu un pan à part entière de la lutte contre le terrorisme. Une priorité nationale, a même indiqué le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports depuis Bordeaux, justement où il s'était déplacé pour la présentation du Capri. Une priorité nationale, donc si le Capri n'est pour l'heure qu'une expérimentation, eh bien le ministre s'est dit convaincu que l'exemple sera suivi dans d'autres régions. Alors à noter qu'il existe déjà cet exemple
dans d'autres pays, en Grande-Bretagne, au Danemark, en Norvège, en Hollande, en Belgique ou encore au Canada. Et puis en France, on devrait avoir en mars prochain un centre destiné aux jeunes endoctrinés, mais pas encore parti. Valls en a parlé. On attend que ce soit concrétisé. Merci Betsabé pour ce point. Et on se retrouvera dans un instant, juste après un nouveau point sur l'actu qui vous sera présenté par Éléonore Veil. On parlera de caricature. Les attentats ont-ils changé la façon de dessiner dans le monde arabe? C'est Cyril Amar qui nous en parlera. Par ailleurs, notez cette information qui vient tout juste de nous parvenir. David Bowie est décédé. On se rejoint dans un instant.